Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, on poursuit le cours sur la découverte de l'Amérique. On a vu comment Cortés était arrivé chez les Aztèques, comment le contact s'était fait et comment la conquête avait eu lieu, et que c'était soldé notamment par une destruction de la ville et donc de la culture des Amérindiens. Ce qu'on va voir maintenant, c'est que la conquête de l'Amérique, elle va aussi de pair avec un effondrement démographique des Indiens. Il y a eu une extermination, pas, enfin, le terme d'extermination justement il a discuté parce qu'il n'y a pas eu que des causes volontaires, mais en tout cas, de fait, la population des Amérindiens s'est effondrée à ce moment-là. On peut d'abord partir du constat grâce au graphique qu'il y a dans votre livre. Quand on regarde ce graphique, alors évidemment les chiffres sont difficiles à estimer au début parce qu'il n'y a pas de recensement très précis, mais à partir du travail qui a été fait par les historiens, on remarque que la conquête de l'Amérique aboutit à un effondrement démographique vraiment très fort. En gros, 90% des populations amérindiennes meurent en un siècle. Vous voyez, hein, y a trois zones différentes. Dans la première île dans laquelle Christophe Colomb arrive, on passe de 1,4 million à presque rien. En fait, il reste quasiment personne à la fin. Donc il y a quasiment tous les Indiens sont quasiment morts, les Amérindiens sont quasiment morts. Dans les autres zones, on voit qu'il y a une chute très 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 forte. Dès le début, on est à 10, 11 millions au début, et à la fin, enfin un peu plus d'un siècle plus tard, on est à 1,5 million pour la zone du Mexique central et 580 000 pour le Pérou. Donc un effondrement quand même très 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 marqué. Et alors, pour comprendre pourquoi, comment on en est arrivé là, vous aviez l'activité sur les différents facteurs d'effondrement à faire, que je vais donc corriger ici. Vous avez trois facteurs principaux. Donc le premier facteur, c'était celui que vous aviez à faire à partir des documents que j'ai remis là sur la diapo, ce sont les maladies. Donc première chose, ce sont tout d'abord les maladies transmises par les Européens qui sont le premier facteur de mortalité. Ça, c'est vraiment la chose essentielle à retenir. Plus que ce qu'on va voir après, c'est ça qui a le plus causé de mort. Ce qu'on voit à partir des différents documents, en fait, c'est que, par exemple, à partir de celui-là, là, sur une zone, c'est dans la région de Quito, on a plus de 14 épidémies en moins d'un siècle. Et ça, c'est décrit aussi, vous en avez un exemple qui est décrit un peu dans ce document-là. La maladie la plus meurtrière, ça va être la variole. Alors, attention, préparez vos yeux, je vous montre une photo de quelqu'un atteint par la variole. C'est pas hyper joli, mais c'est pour qu'on se rende compte de que c'était grave. La variole, c'est une maladie assez grave qui amène à une mort dans 3 cas sur 10, qui se traduit par beaucoup de symptômes très désagréables, de fièvre, de vertige, de malaise, de fatigue, de vomissement, et ensuite d'éruptions aussi cutanées, et c'est ça qu'on voit le plus, euh, donc de bubons sur la peau. Et donc cette maladie s'est transmise très fortement chez les Indiens, et donc elle est très meurtrière, et elle a fait énormément de morts. Et alors pourquoi est-ce que ces maladies, et les autres, ont été particulièrement graves? C'est ce qui est expliqué là dans ce qu'on appelle le choc microbien, qui est une notion à retenir, c'est que les Indiens n'étaient pas immunisés contre les microbes qu'ont amené les Européens et leurs animaux. Et donc leur corps n'était pas préparé à se défendre contre ces maladies. Donc voilà ce qu'il faut retenir essentiellement sur les maladies, c'est ça le principal facteur de mortalité en Amérique à ce moment-là. Deuxième facteur, ce sont les massacres. Donc deuxième chose à noter, l'effondrement démographique des Indiens s'explique aussi par les massacres qui ont été perpétrés pour les Espagnols. Alors là, pour le coup, ça c'est volontaire. Euh, Las Casas évoque dans le texte qui est en haut là, le cas d'Hispaniola, donc vous vous souvenez, c'est ce que je vous avais dit sur le graphique, où quasiment tout le monde est mort, et donc en plus des maladies, il y a eu beaucoup de massacres directs par les Espagnols. Ce que vous avez dans les deux autres sectes, en fait, il y a deux choses importantes à retenir. La première, c'est que ces massacres sont dus à la supériorité technique des Espagnols. Tout ce texte-là décrit un peu les armes des Espagnols, et on voit que du point de vue des Aztèques, c'est quasiment de la magie, et ça leur fait très très peur. À la fin, on a l'empereur Moctezuma on nous explique qu'il est vraiment très très effrayé par ses armes. Donc ça, évidemment, enfin, les Indiens, de leur côté, les Amérindiens n'avaient pas le faire, donc il y avait un écart technique qui a rendu les massacres particulièrement graves.
Autre chose que vous avez qui est évoquée à la fois dans le texte de Las Casas et ici, c'est que les conquistadors étaient des gens, pour beaucoup, qui étaient des soldats qui voulaient juste s'enrichir et qui donc n'avaient pas de scrupules et pouvaient se montrer très violents. Dans le premier texte, ils sont comparés à des loups, des tigres ou des lions, et ici on vous explique bien que c'est pas du tout les soldats les plus renommés ou consciencieux qui se retrouvent en Amérique, mais plutôt l'inverse. Donc ça évidemment, ça augmente le risque qu'ils fassent des massacres. Et enfin, troisième facteur, donc ça c'est les massacres, troisième facteur c'est le travail forcé que vous aviez étudié à partir de ces documents-là. Ce qu'il faut noter, c'est que enfin, donc, les Indiens sont soumis au travail forcé et exploités par les Espagnols dans des conditions très difficiles. Ça a lieu, ce que vous avez évoqué ici, ça peut avoir lieu dans les mines, donc soit d'or, soit d'argent, soit de mercure, soit dans les plantations aussi. Ce travail, il se fait dans un cadre, et là vous avez deux notions à retenir, soit de l'encomienda, c'est ce que vous avez noté ici, qui est défini dans votre manuel. L'encomienda, donc vous notez et retenir cette définition, c'est que en gros le roi autorise un Espagnol à exploiter les Indiens sur un territoire à condition qu'il les christianise. Mais du coup ça revient quasiment, c'est une forme d'esclavage, hein. L'autre système, pareil, qui est l'esclavage, c'est la mita. C'est-à-dire, comme vous avez défini là, c'est du travail gratuit et forcé pendant 4 mois. Donc là où ça se différencie de l'esclavage, c'est que c'est temporaire, mais c'est une exploitation, c'est pas pour ça que c'est moins grave, quoi. Ils sont très exploités, et donc dans les deux cas, comme les conditions sont très difficiles, et là c'est ce que vous avez dans les deux textes, c'est que les conditions sont très difficiles, et donc qu'ils sont très nombreux à mourir. Voilà pour ces trois facteurs. Ce qu'il faut noter pour conclure là-dessus, c'est que c'est à cause de ces différents facteurs qu'on peut parler d'une extermination des Indiens. Mais justement, on choisit plutôt le terme d'extermination que celui, par exemple, de génocide, parce que il n'y avait pas forcément il n'y avait pas de volonté de les exterminer. Une partie des causes, elles sont arrivées, comme les maladies, sans que les Espagnols ne les prévoient. Encore une fois, j'insiste, ça ne veut pas dire que c'est moins grave. Simplement, en tout cas, c'est pas moins tragique pour ce qui s'est passé, mais en tout cas, il n'y a pas eu de volonté directe d'exterminer toute la population amérindienne. Et donc, vous voyez que, alors, pour quand même mettre un peu les choses en perspective, beaucoup d'Espagnols se sont comportés d'une manière, avec les massacres, le travail forcé, très négative. Il y avait une vision très négative des Indiens, mais ils n'étaient pas tous ainsi. Et donc, il y a eu un débat, et c'est l'objet de la dernière sous-partie du Grand 2. Les Indiens ne sont-ils pas des hommes? Question qui s'est vraiment posée à ce moment-là, dans notamment ce qu'on appelle la controverse de Valladolid. Donc vous pouvez ici faire un rapide tableau. En fait, la controverse de Valladolid, c'est une opposition entre un homme qui s'appelle Las Casas, dont on a étudié des textes juste avant, et de l'autre côté, Sepúlveda. Donc deux personnages qui ont beaucoup de points communs, mais qui ont une vision très très différente des Indiens. Donc d'abord, pour les présenter, vous pouvez donc faire rapidement le tableau. Tous les deux sont des prêtres. Sachant que Las Casas est aussi précepteur du futur roi d'Espagne, c'est quelqu'un qui a une position assez élevée. Ils ont tous les deux le même point de vue sur l'évangélisation, c'est-à-dire que pour les deux, il faut évangéliser les Indiens, il faut les rendre chrétiens. Donc vous voyez que même s'ils vont être très opposés après, ça ils sont d'accord sur cette base-là. Une différence qui est quand même assez essentielle, c'est que Las Casas est allé en Amérique alors que Sepúlveda n'y est jamais allé. Donc ça a quand même une certaine influence sur la manière dont ils vont penser. Et alors, s'ils sont d'accord sur l'évangélisation, ils ne sont pas du tout d'accord sur la manière sur la manière dont il faut s'y prendre pour évangéliser. D'un côté, vous avez Las Casas qui défend une conversion douce, alors que Sepúlveda, lui, défend des moyens violents. Pour Sepúlveda, du coup, comme il y a des moyens violents, il faut qu'il y ait des soldats, alors que pour Las Casas, il n'en faut pas. Et tout ça, en fait, cette différence de conception qui sont tous les deux, elles se fondent sur un point vraiment essentiel, c'est que pour Sepúlveda, les Indiens sont inférieurs aux Européens. Ce ne sont pas vraiment des hommes. Alors que pour Las Casas, les Indiens sont des hommes comme les Européens. Et ça va être une très grosse différence entre les deux. Vous aviez à étudier l'extrait du texte de Carrère,
qui est un texte fictif, mais qui se fonde sur des éléments historiques, et qui nous permet de voir les véritables arguments qui ont été utilisés d'un côté et de l'autre pour défendre l'idée que soit il fallait défendre les Indiens qu'ils étaient des hommes, soit au contraire qu'il ne fallait pas les défendre. Donc je mets la correction ici sous forme de tableau que vous pouvez recopier ou compléter, en tout cas puisque vous avez vous avez eu l'activité à faire, donc si vous avez des choses justes, il faut juste compléter. Donc si on reprend rapidement les différents arguments d'abord de Sepulveda contre les Indiens, c'est que d'abord ils se fondent sur l'idée que comme tout est différent, il n'y a pas les mêmes animaux, il n'y a pas les mêmes plantes, etc., pour lui, les hommes n'ont donc aucune raison d'être les mêmes. Alors évidemment c'est faux, hein, puisqu'on sait que ce sont les mêmes humains aujourd'hui, hein, il n'y a pas de différence de race entre les Américains et nous. Ensuite, autre argument, c'est pour lui il y a un signe divin, car la découverte elle arrive en même temps que la victoire contre les musulmans, donc la Reconquista, vous vous souvenez. Donc bon, ça c'est une opinion religieuse, hein, bien sûr. Ensuite, pour lui, ils sont inférieurs en esprit aux Européens, ils sont moins intelligents. Et enfin, ils n'ont pas d'art. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'aucun de ces arguments, du coup, n'est vrai, ou en tout cas ne repose sur quelque chose de vérifiable réellement, le signe divin, voilà. Le signe divin n'est pas vérifiable, et les autres, c'est faux. Quels sont donc les arguments maintenant de Las Casas, qui dès le début, lui, soutient plutôt les Indiens, se rend compte qu'il y a quand même des raisons de penser que ce sont aussi des hommes. D'abord, il constate que les élèves, les enfants des Indiens sont aussi bons que les Européens, donc il n'y a pas de différence d'intelligence. Il montre toutes les connaissances que ces Amérindiens peuvent avoir, donc l'architecture avec Tenochtitlan, comme on l'a déjà vu. Ils expliquent qu'il y a de l'art, des livres, mais qu'ils ont été détruits, et que même il y a des choses dans lesquelles ils sont supérieurs, par exemple des techniques médicales qu'on ne connaît pas, mais que eux connaissent. Il évoque enfin ensuite le fait qu'il y a des points communs même dans la manière dont ils s'organisent, dans l'administration, donc ça semble montrer qu'il y a des points communs, donc on est proche finalement. Et enfin, un de ses arguments, lui, pour être plus religieux, c'est qu'une guerre ne peut pas être sainte, donc l'idée de croisade, hein, c'est des guerres saintes, si elle entraîne des massacres et de l'esclavage. Donc voilà, ce sont lui ses arguments pour plutôt défendre les Indiens. Alors pour conclure là-dessus, il faut noter que cette controverse, cette dispute, n'a eu aucun effet concret. C'est un débat théorique. Cependant, c'est intéressant parce que ça nous montre qu'il y a quand même une prise de conscience des excès de la colonisation. Et progressivement, la condition des Indiens, des Amérindiens, va s'améliorer. Cependant, en fait, le problème va se décaler, c'est une autre population qui va jouer le rôle d'esclave. Donc ça va être les populations justement noires d'Afrique qui vont jouer ce rôle-là, et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine dans la suite du cours. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.